Allons-y avec notre dernière sous-section, section 3.1.3, c'est ce qui va mettre fin à la section 3.1. Dans ce cas-ci, on veut parler de la fonction dérivée. Mais pour faire ça, pour introduire la fonction dérivée, il faut se rappeler un peu qu'est-ce qu'on a fait dans notre dernière vidéo. Qu'est-ce qu'on a fait à la fin notamment. Donc à la fin, on est en train de chercher les taux de variation instantanés d'une certaine fonction, et on l'a fait à 2 points différents. On l'a fait en x égale à 1 et en x égale à 2. À ce moment-là, en faisant x égale à 1 et en x égale à 2, on s'est rendu compte qu'il fallait toujours faire la division polynomiale pour chacun des points à chaque fois, et ça devient relativement long. Donc on se demande, est-ce que ce ne serait pas possible, plutôt que de devoir faire toujours les mêmes étapes très répétitives, de juste trouver une formule générale, une fonction qui pourrait me permettre de donner la réponse directement sans avoir à faire les mêmes étapes. Mais c'est ce que cette section-là a pour but. On va essayer de construire une fonction qu'on va appeler la fonction dérivée, et cette fonction-là, on va pouvoir tout simplement remplacer x dedans, et ça va nous donner la bonne dérivée. Donc pour faire ça, on le fait avec l'exercice 3.5 et on va voir qu'est-ce que ça nous donne. Donc exercice 3.5, on se prend une fonction f de x, une fonction quelconque, peu importe c'est quoi, on ne donne pas de définition définie explicite, on va juste dire c'est une fonction f de x. On se prend l'intervalle AB, mais cet intervalle-là, on va le faire égal à x jusqu'à x plus delta x. Donc en gros, notre borne A va être égale à x, notre borne B va être égale à x plus delta x. Donc on repart du même point, mais avec un petit écart, juste un petit peu, on s'est tassé un tout petit peu. Ben ça, à ce moment-là, cet intervalle-là, ce sera l'intervalle d'étude pour notre fonction dérivée. On va remarquer que B moins A, donc x plus delta x moins x, ça nous donne delta x. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, que B moins A donne delta x? Ben, B moins A, on sait que ça, c'est la largeur ou la longueur de notre intervalle habituellement. Donc, la largeur de cet intervalle-là, c'est de delta x. C'est ce delta x-là ici qui va nous permettre de déterminer la fonction dérivée, parce que c'est cette valeur-là qu'on va faire tendre vers 0. Donc, on va avoir un intervalle de plus en plus petit, et de cette façon-là, ben, on va obtenir une dérivée en un point. Donc, pour ça ici, si on utilise la définition du taux de variation instantanée, on a la limite. Lorsque B s'approche de A, donc si B s'approche de A, ça veut dire que delta x s'approche de 0. Pourquoi? Ben parce que si on s'approche de x, ben ça veut dire que la partie qu'on y ajoute, elle tend à disparaître. Ensuite de ça, on va avoir encore f de B qui est x plus delta x, moins f de A qui est x, on n'oublie pas qu'on a changé par x, et on divise ça par delta x, donc par b moins a ici. Et là, cette nouvelle limite-là qu'on vient de construire, qu'est-ce qu'elle veut dire? Ben, on va la décortiquer un peu. On va aller voir premièrement le delta x tend vers 0, donc si delta x tend vers 0, si on a un intervalle qui est de plus en plus petit, le taux de variation moyen plutôt qu'on a calculé, c'est la formule du taux de variation moyen qu'on a mis ici, ben il va devenir le taux de variation instantané. Ce taux de variation-là instantané, on a vu dans la dernière vidéo que c'était une dérivée en un point. Et avec ça, ben on peut dire que la fonction de notre dérivée, qu'on va appeler f' de x ou encore df sur dx, ce sera tout simplement la limite lorsque delta x s'approche de 0, de f de x plus delta x, moins f de x divisé par ce delta x. Donc encore une fois, on répète qu'est-ce qu'on est en train d'aller chercher. On va chercher la différence entre la fonction en x et en x plus delta x, et on divise par cet intervalle-là. Ce qu'on fait ici, c'est qu'on fait tendre notre intervalle vers 0, donc on va s'approcher vraiment du point, le point unique, le point fixe qui nous intéresse, le point x dans ce cas-ci. En trouvant cette fonction dérivée-là, on va pouvoir remplacer x par n'importe quelle valeur, et à ce moment-là, on va pouvoir donner donc la dérivée n'importe quand. Ça nous donne donc la définition officielle ici. Donc on met en mots un peu ce qu'on vient de dire. Notre dérivée de la fonction f de x, on va la noter df sur dx ou f' de x, selon le cas. Et à ce moment-là, ben, ça sera une fonction qui est définie par la limite qu'on donne ici. Donc df sur dx, c'est égal à la limite lorsque delta x s'approche de 0, de notre f de x plus delta x, moins f de x, divisé par delta x. Donc on va vraiment chercher le taux de variation instantanée avec une notation légèrement différente, et on y va de façon générale. Ici, x et delta x, ce sont des variables générales. On ne donne pas de chiffres à proprement parler, on va faire ça lorsqu'on va vouloir évaluer notre fonction de la dérivée. Donc pour faire ça, on va faire un petit exercice.
Exercice 3.6, c'est dans vos notes à la page 7. Et ce qu'on est en train de faire ici, c'est qu'on est en train de trouver la dérivée de la fonction f de x avec f de x qui est égal à x carré moins x. Donc, par notre définition, on peut déjà dire que f' de x, ce sera la limite lorsque delta x tend vers 0 de f de x plus delta x moins f de x divisé par delta x. Je vais essayer d'écrire mon delta un petit peu mieux. Voilà. Et là, ici, ce qu'on sait, c'est la définition de la fonction. Donc, je pourrais remplacer f de x plus delta x par ce que ça vaut et f de x par ce que ça vaut également. Donc, dans ce cas-ci, on va avoir la limite lorsque delta x s'approche de 0 de x plus delta x au carré moins x plus delta x moins la fonction f de x, donc x carré moins x. Remarquez que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'argument x plus delta x et que je l'ai mis dans mon x au carré. Donc, x plus delta x au carré, ça me donne x plus delta x au carré. Et je soustrais la deuxième partie, donc je soustrais x plus delta x aussi. La partie f de x, c'est facile, on fait juste copier-coller ce qu'on avait au-dessus. N'oubliez pas vos parenthèses, là, ici, le moins va être important. Donc, on divise par delta x, évidemment. Et notre prochaine étape, ce sera d'aller développer nos expressions au-dessus. Donc, x plus delta x au carré, ça nous donne x carré plus 2x delta x plus delta x au carré. On distribue notre moins pour la deuxième parenthèse, donc ça va faire moins x moins delta x. On distribue le moins de la deuxième parenthèse, donc on va avoir moins x carré plus x, parce que moins, ça donne un plus, et on divise par delta x. À ce moment-ci, ce que je vais faire, c'est réécrire mes termes au-dessus pour que ce soit un petit peu plus joli. Donc, on va essayer de regrouper les termes ensemble pour que ce soit plus facile à obtenir. Donc, on va avoir la limite lorsque delta x s'approche de 0. On a un x carré ici, mais on a moins x carré ici. Donc ça ici, ces deux termes-là, ils vont s'annuler. On a 2x delta x, puis il n'y en a pas d'autre, donc on va avoir 2x delta x. On a plus delta x au carré, donc on va l'ajouter. Ensuite, on a moins x, mais on a plus x, donc ça ici, ça va se simplifier. Et il nous reste moins delta x. Tout ça, c'est divisé par delta x. Donc, on a simplifié pas mal déjà notre expression, mais c'est pas encore tout à fait réglé ici. On a 2x delta x plus delta x carré moins delta x divisé par delta x. Et ça ici, si on remplace par 0, ben on va avoir 2x fois 0 plus 0 moins 0 divisé par 0. Ça ici, ça équivaut 0 sur 0. Donc on a un problème, on a une division par 0 ici. Donc on va vouloir essayer de simplifier cette division-là. On remarque qu'il y a delta x dans chacun des termes en haut et dans le terme en bas. Donc on pourrait faire une simplification, une factorisation. Ici, on va avoir delta x en évidence fois 2x plus delta x moins 1. En dessous, on divise par delta x toujours. Et à ce stade-ci, ben là, je peux simplifier ma division par 0. Je peux simplifier le delta x pour le faire disparaître. Donc à ce moment-ci, je vais avoir la limite de 2x plus delta x moins 1. Et ici, je vais tout simplement évaluer en delta x tend vers 0. Donc j'efface mon deuxième tableau, puis on va continuer avec ça. Donc, une fois simplifié, on obtient limite de delta x tend vers 0 de 2x plus delta x moins 1. Ici, je peux l'évaluer. Je remplace delta x par 0, ben, je vais avoir 2x moins 1. Parce que delta x va disparaître tout simplement. Qu'est-ce que je viens d'obtenir avec ça? Ben, je viens d'obtenir que f' de x, c'est la fonction de x moins 1. Donc, si je cherche une dérivée en un point, j'ai simplement à remplacer x par la valeur qui est là, et ça va me donner la dérivée de la fonction exactement à ce x. C'est aussi simple que ça, ben aussi simple. Ça a quand même pris des étapes ici, plusieurs étapes, plusieurs simplifications de limites, mais ça nous donne quand même un résultat qui est assez joli. 2x moins 1, c'est facile à aller calculer. On n'a pas besoin de repasser par la limite par la suite, puis on n'a certainement pas besoin de repasser par les longues étapes de factorisation de notre fonction ici. Donc, on va aller utiliser cette fonction-là, la fonction dérivée qu'on vient d'obtenir, pour calculer des dérivées en un point. C'est ce qu'on a à faire en B notamment.
On va aller regarder qu'est-ce que ça nous donne, puis on va faire quelques exemples, on va faire quelques exercices supplémentaires avec celui-ci. Donc en B, on cherche à déterminer la pente de la droite tangente lorsqu'on est à la courbe au point 3, 6. Donc x vaut 3, y vaut 6, et on se demande, ben, c'est quoi la dérivée, c'est quoi plutôt la pente de notre droite tangente. On a déterminé que la pente de la droite tangente, c'était la dérivée évaluée en un point, donc on sait que cette pente-là, elle va être obtenue par f' de quoi? Ben f' de 3. On va évaluer la dérivée lorsque x vaut 3 pour trouver c'est quoi la pente de notre droite tangente. Donc ici, f' de 3, ce sera 2 fois 3 moins 1. J'utilise la fonction dérivée que je me suis donnée juste au-dessus. Et ça me permet de calculer 6 moins 1, donc 5 pour la pente de la droite tangente à la courbe lorsqu'on est à x égale à 3. Donc on utilise notre dérivée pour aller chercher cette information-là ici. On peut donc dire que la droite tangente au point 3, 6 est donnée par l'équation y est égal à 5x plus b. Le 5 qu'on vient de trouver, c'est la pente de cette droite-là. Donc, imaginez qu'on fait une droite y égale ax plus b, ben on remplace par 5 ici. C'est ce qu'on a obtenu avec notre dérivée. Donc, en C maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'aller compléter cette droite-là ici. Donc, on a le 5 pour la pente, mais on ne sait toujours pas c'est quoi l'ordonnée à l'origine. Donc, on va aller chercher l'ordonnée à l'origine aussi. Ce qu'on a à faire maintenant pour répondre à C, c'est juste de compléter cette équation-là. Donc, on a déjà dit que y est égal à 5x plus b. On sait que cette droite-là, elle est tangente à la fonction f de x, et la fonction f de x, ben, elle passe par le point 3, 6. Ben, cette droite-là, comme elle est tangente exactement au point 3, 6, elle va passer aussi par ce point-là. Donc on peut remplacer y par 6 et x par 3. On va avoir 6 qui est égal à 5 fois 3 plus b, et il ne nous reste plus qu'à retrouver l'équation ici, compléter l'équation pour obtenir la valeur de b. Donc on a 6 qui est égal à 15 plus b. Ça veut dire que 6 moins 15 est égal à b. Ça veut dire que b est égal à moins 9. Pardon. Donc, ici, on peut dire que y est égal à 5x moins 9, tout simplement. Ensuite de ça, en D, on cherche à trouver l'équation de la droite normale. Droite normale, qu'est-ce que ça veut dire? On fait un rappel rapide, là. Droite normale, ça veut juste dire qu'on est perpendiculaire. On passe exactement à 90 degrés sur cette droite-là. Donc, cette droite-là, ben déjà ici, pour trouver sa droite normale, il va falloir trouver la bonne pente pour la droite. On va aller chercher une pente y qui est égale à ax plus b, tel que quoi? Ben là, ici, on va être perpendiculaire à ce qu'on a trouvé au-dessus. Comment est-ce qu'on fait pour être perpendiculaire à une droite? Ben on sait que, dans ce cas-ci, a va être égal à l'inverse de l'opposé de notre droite, de notre pente de la droite tangente. On se souvient que ça, au secondaire, on a vu ça. Donc, on va aller chercher moins 1 divisé par 5, parce que ça, c'est l'inverse et l'opposé de la pente de notre autre droite. Donc, ici, on va avoir y qui est égal à moins x sur 5, plus, encore ici, une valeur b. On sait toujours que cette droite-là passe par le point 3, 6. Donc, on va avoir 6 qui est égal à moins 3 sur 5 plus b. Il nous reste encore une fois à trouver la valeur de b. Donc, on va faire 6 plus 3 cinquièmes qui est égal à b. On remplace ça ici. 6 en cinquième, c'est 30 cinquièmes plus 3. Donc, ça nous donne 33 cinquièmes qui est égal à b. Donc, on va avoir y qui est égal à moins x sur 5 plus 33 sur 5. Cette deuxième droite-là, ben, elle est perpendiculaire à la droite qu'on avait trouvée juste au-dessus. C'est avec la dérivée qu'on est allé chercher ça. Donc, on voit qu'on peut faire déjà pas mal d'analyses sur la fonction seulement avec la dérivée. On est allé chercher la fonction dérivée en A, on a trouvé 2x moins 1. On est allé chercher la dérivée évaluée au point x égale 3, y égale 6 en b. Donc, ça nous a donné, la pente de la droite tangente qui est égale à 5. Donc, on a commencé à construire une fonction pour la droite tangente qui était y égale 5x plus b. En C, on a utilisé les informations qu'on avait sur notre fonction de base pour aller chercher l'équation complète de notre droite tangente. On a obtenu y qui est égal à 5x moins 5. Et finalement, en D, on a pris cette équation-là et on est allé chercher sa droite
perpendiculaire, donc avec des notions que vous êtes supposé avoir vues au secondaire. Donc on fait juste inverser notre pente de la droite tangente, puis on va chercher la pente de la droite normale ici. Et ça, c'est des exemples typiques de travail qu'on pourrait avoir à faire avec la dérivée en un point, dérivée sur une fonction en particulier. Donc ce genre de problème-là, c'est un problème très typique qu'on pourrait clairement voir à l'examen. Il ne nous reste plus qu'une chose à voir dans cette section-ci. On veut voir quand est-ce qu'on peut appliquer ce qu'on vient de découvrir. On vient de découvrir que la fonction dérivée, c'était tout simplement une fonction qui nous permettait d'aller évaluer la dérivée en n'importe quel point. On a vu qu'on était capable de construire des droites avec ça, mais on veut savoir maintenant, est-ce qu'on peut appliquer cette dérivée-là, cette fonction dérivée-là en quelque part pour que ça nous soit utile? Ben ici, on va y aller avec une suite un peu, là, entre guillemets, de ce qu'on avait parlé pour la vitesse moyenne précédemment. Donc, dans la remarque qu'on se donne ici, on va aller chercher la vitesse instantanée. On a dit que la vitesse moyenne, c'était un taux de variation moyen. Ben maintenant, la vitesse instantanée, c'est un taux de variation instantané. Donc, la vitesse instantanée V de t, ça va correspondre au taux de variation instantanée de la fonction de position S de t. Donc, si on donne la position d'un objet avec la fonction S de t, ben la dérivée de S de t, le taux de variation instantanée, ça va nous donner la vitesse de cet objet-là, la vitesse instantanée. Donc, supposons que vous roulez sur l'autoroute et que vous dites que vous roulez à 100 km/h, cette vitesse instantanée-là, c'est une vitesse qui n'est pas moyenne, c'est une vitesse exactement au moment où vous êtes, et elle est obtenue en faisant la dérivée de votre fonction de position. Pour bien faire ça, on va se donner un exemple, exercice 3.7. Vous avez ça encore dans vos notes à la page 9. On a la fonction S de t qui est la même que celle qu'on avait faite précédemment lorsqu'on faisait le taux de variation moyen. On a S de t qui est moins 4,9 t carré plus 58,8 t. Ce qu'on cherche ici, c'est d'aller chercher la vitesse instantanée de notre balle qu'on lance à la verticale à partir de cette information-là. Donc, pour faire ça, on a besoin d'aller chercher sa fonction de dérivée, on a besoin d'aller chercher sa fonction de vitesse instantanée, et on va pouvoir l'évaluer en 2 points en particulier pour pouvoir voir qu'on est capable de calculer cette vitesse-là sans trop de problèmes. Donc, on y va avec en A, déterminer la vitesse de la balle pour commencer, la vitesse V de t, pardon. Donc, ici, pour cette vitesse-là, on a besoin d'aller chercher le taux de variation instantané qui sera égal à la limite lorsque delta x, ou delta t dans ce cas-ci, parce qu'on travaille avec la variable t, s'approche de 0, de s de t plus delta t, moins s de t divisé par delta t. Donc, un peu comme ce qu'on faisait tout à l'heure, mais là, on utilise la fonction s de t, donc c'est celle-ci qu'on va aller chercher pour nos évaluations ici. Donc, on va aller donner cette limite-là. Delta t s'approche de 0. On remplace S de t plus delta t par ce que ça va valoir, donc moins 4,9 fois t plus delta t au carré, plus 58,8 fois t plus delta t, moins entre parenthèses ici ce qu'on va avoir encore, donc moins 4,9 t carré, plus 58,8 t. Là, je manque un petit peu d'espace, mon tableau est pas mal minuscule. On va faire avec ce qu'on a ici. Et là, à ce stade-ci, ben là, on va avoir une super grosse équation qui va se faire. Super grosse, pourquoi? Parce qu'on a moins 4,9 fois t plus delta t au carré, 58,8 fois t plus delta t, et on a encore ce qu'il y a dans la parenthèse ici. Donc, comme précédemment, on va développer notre exposant 2 ici, on va réorganiser nos termes, puis on va essayer de simplifier le plus possible des objets. Donc, je vais me donner le plus de chance possible en me donnant de l'espace ici, limite, parce que delta t s'approche de 0, de moins 4,9 fois t carré plus 2 t delta t, plus delta t au carré, donc j'ai juste fait mon exposant 2 ici sur ma première parenthèse, plus 58,8 t, plus 58,8 delta t, plus 4,9 t carré, on remarque que les deux moins ici vont s'annuler, moins 58,8 t. À ce moment-ci, j'oublie pas de diviser par delta t. Et là, il y a déjà quelque chose que je pourrais simplifier. Avant même d'avoir distribué mon 4,9, je vais pouvoir simplifier le 58,t et 58,8t négatif qui est à l'extrémité ici. Donc, on va se donner de la place dans notre expression, on va simplifier ça ici. Il va nous rester la limite lorsque delta t tend vers 0, et là, je vais distribuer mon 4,9 pour simplifier encore plus d'expressions. Je vais avoir moins 4,9 t carré, moins 4,9 fois 2
ici, qu'est-ce que ça nous donne? Ça va nous donner moins 9,8 t delta t et moins 4,9 delta t carré. Il nous reste 58,8 delta t et plus 4,9 t carré à la toute fin. Divise toujours par delta t, faut pas l'oublier. Donc là, j'ai distribué mon moins 4,9 dans mon exposant au carré, et j'obtiens des nouveaux termes qui pourraient se simplifier. Moins 4,9 t carré, plus 4,9 t carré, ça sert à rien, on va les enlever aussi. Il nous reste moins 9,8 t fois delta t, moins 4,9 delta t carré et 58,8 delta t. Tout ça, c'est divisé par delta t. Et là, je vois un peu dans le futur, je sais que je divise par 0 ici, donc il va falloir que je fasse disparaître le delta t. Je sais que je peux mettre en évidence un delta t au numérateur, donc à ma prochaine étape, non seulement j'enlève les 4,9 t carré, mais je vais simplifier, je vais faire une factorisation tout de suite du delta t à l'avant. Donc ça va me donner la limite, lorsque delta t s'approche de 0, de delta t fois moins 9,8 t, donc je mets le delta t en évidence du premier terme, moins 4,9 delta t, j'en enlève 1 ici, il m'en reste toujours 1, et il me reste 58,8. Le delta t ici, il est allé à l'avant. On divise par delta t. Et ça ici, ces delta t-là, je peux les simplifier. Et j'obtiens donc la limite, lorsque delta t s'approche de 0, de moins 9,8 t, moins 4,9 delta t, plus 58,8. Je peux évaluer directement ici en remplaçant delta t par 0. Je vais avoir moins 9,8 t, plus 58,8 directement. Ici, il ne me reste plus le terme du milieu, le moins 4,9, parce que le delta t vaut 0. Donc, il va disparaître. À ce moment-ci, qu'est-ce que je peux dire ici? Je peux dire que la vitesse v de t est obtenue par la fonction moins 9,8 t plus 58,8. Donc ici, cette fonction-là va me donner une vitesse. Je vous signifie que, comme on a divisé une distance par du temps, l'unité maintenant de notre fonction v de t, ce sera des mètres par seconde, ou une distance, peu importe, par seconde, ou par minute, ou par, peu importe l'unité de temps qu'on utilisait. Dans ce cas-ci, c'était des mètres sur des secondes, donc ce sera des mètres par seconde pour la vitesse. Juste pour bien finir, pour bien faire, on va écrire que v de t est égal à moins 9,8 t plus 58,8, juste pour qu'on soit bien clair, là, notre fonction dérivée, elle est obtenue avec cette fonction-ci, en utilisant notre limite. Maintenant, on va en B, et en B, là, ce qu'on est en train de faire, c'est déterminer la vitesse de la balle, mais cette fois-ci, on se donne t est égal à 1 seconde, et t est égal à 9 secondes. Si on revenait dans le contexte de ce qu'on a fait avec le taux de variation instantané, il faudrait que je refasse la longue limite que je viens de faire. Ça, ce serait super désagréable, j'aurais pas de fun, puis j'aurais envie de juste abandonner. Donc, à place de ça, je vais utiliser ma fonction v de t. Je l'ai calculé, donc ça va me simplifier la vie, et je vais aller chercher v de 1. Dans ce cas-ci, je remplace t par 1, donc moins 9,8 fois 1, plus 58,8. Dans ce cas-ci, moins 9,8 fois 1, c'est moins 9,8, tout simplement. Et 58,8, ben, si je lui soustrais 9,8, il va me rester 49. 49 quoi ici? On l'a mentionné tout à l'heure, ce sont des mètres par seconde. Qu'est-ce que ça indique sur ma balle, ça? Ça indique que lorsque je la lance, après 1 seconde, sa vitesse sera de 49 mètres par seconde. Là, ici, on a une très grosse vitesse. 49 mètres par seconde, là, ça veut dire que vous allez vite en petit pépère. Ça va vite. Donc, ça ici, c'est peut-être un problème qui a des chiffres un petit peu trop exagérés, mais ça fonctionne quand même. C'est comme ça que ça se déroule pour de vrai physiquement. Donc, à ce moment-ci, vitesse à 1 seconde, c'est de 49 mètres par seconde. On va aller chercher maintenant à 9 secondes. Qu'est-ce qui se passe? Ben, moins 9,8 fois 9, plus 58,8. Ici, moins 9,8 fois 9 plus 58,8, ça devrait vous donner moins 29,4. Encore une fois, ce sont des mètres par seconde. Et là, on arrive avec quelque chose de spécial. Hein? J'ai une fonction qui me donne une vitesse négative. Est-ce que ça se peut, ça? Ben, une vitesse négative, en réalité, ça veut juste dire que c'est une vitesse dans le sens opposé du déplacement normal. Donc, lorsqu'on lance la balle vers le haut, elle va avoir une vitesse de 49 mètres par seconde vers le haut à 1 seconde. Et lorsqu'on est à 9 secondes, ben, elle va avoir 29,4
dans l'autre sens, donc vers le bas, elle est en train de redescendre à une vitesse de 29,4 mètres par seconde. C'est ça ici que ça veut dire, cette vitesse négative-là. C'est pas une erreur de calcul, ça veut juste dire que notre balle était en train de redescendre. Et c'est normal, hein, c'est naturel, tout ce qui monte redescend. Si vous crachez vers le haut, ça va vous revenir d'en face. Donc la balle, elle redescend aussi lorsqu'elle a atteint son maximum de hauteur et qu'elle reprend de la vitesse vers le bas. C'est ce que cette fonction de vitesse-là nous indique ici. Donc on a été capable d'aller chercher les deux vitesses sans avoir à refaire notre limite. C'est ce qu'on voulait éviter. Donc on est content d'avoir trouvé notre fonction de vitesse ici à partir de la limite générale avec le taux de variation instantanée générale qu'on s'est construit dans cette section-ci. Ceci étant dit, ça fait le tour là, de la section 3.1. Vous êtes maintenant capable de faire des exercices 1 à 7, des exercices récapitulatifs. Allez voir le plan de travail, c'est inscrit aussi ce que vous pouvez faire. Nous, on se quitte pour l'instant et on se retrouvera dans une prochaine vidéo avec la section 3.2 où là, on va vraiment aller parler de la dérivée plus en profondeur. On va aller voir notamment des formules de dérivation. Donc, on va laisser la limite de côté parce que la limite, c'est le fun, mais c'est lourd. Hein? Fait qu'on va trouver des façons plus simples de calculer nos limites, plus faciles de calculer nos dérivées pour pouvoir avoir des solutions plus faciles à nos problèmes.